Je savais que mon père avait des armes à feu cachées dans la maison. J'en avais peur, mais je savais où elles étaient, au cas où. Mon père travaillait beaucoup quand mes frères étaient petits. C'est ma mère qui s'est principalement occupée d'eux. Quand je suis né, la situation s'est inversée. Mon père a perdu son emploi et a fini par en trouver un avec des horaires de nuit. Ma mère a dû trouver un emploi car les revenus de mon père n'étaient plus suffisants, et elle finissait souvent assez tard. C'est donc mon père qui était là en semaine. Il suivait mes devoirs, il nous faisait à manger, et tous les deux, on faisait pas mal de choses. Ensemble, on bricolait, on coupait le bois pour la cheminée, on jardinait. Nous avions passé pas mal de temps à planter les arbres dans le jardin, je m'en souviens très bien, c'était un moment génial. Et aujourd'hui encore, quand je passe dans ce quartier, je regarde tous ces grands arbres avec fierté. On parlait de tout un tas de sujets. C'était un peu ma référence savoir. C'est pas que ma mère n'avait pas de connaissances, bien au contraire, mais les sujets très sérieux de la vie, c'était à lui que je pensais en premier pour en parler. Du moins, quand j'étais petit. Un soir de week-end, je devais être en maternelle. Je sais pas trop ce que j'ai pu entendre, une discussion, un film. Mais j'ai réalisé que tout le monde mourait. Je suis allé voir mon père en pleurs, en lui demandant si c'était vrai que tout le monde allait mourir. Il a dû me dire quelque chose comme quoi ceux qui vivaient finissaient par mourir. Alors, je me rappelle pleurer à grosses larmes, et il voulait me rassurer, en me disant que ça n'était pas tout de suite, et que j'étais jeune. Mais moi je pensais pas à ma mort en fait, c'était pas ça. Le truc c'est que tous les autres allaient mourir, et donc à un moment, je les verrais plus. J'ai aussi souvenir en CP de voir écrit les lettres PD sur un mur. Je l'entendais tout le temps de la part de garçons. Ça semblait être une insulte. Je savais pas ce que ça voulait dire, alors je demande à mon père, qui m'avait parlé de gros mots qu'on pouvait entendre et qu'il fallait pas répéter. Il m'explique l'origine du mot, ce que ça veut dire, et je comprends alors qu'il y a des garçons qui ont ressenti ce que moi je ressentais pour Coraline, sauf que eux, c'était pour des garçons. Et puis aussi des filles qui pouvaient aimer d'autres filles. Je comprends bien tout ça, c'est ok, on choisit pas qui on aime, je le sais bien. Mais je me souviens avoir trouvé bizarre qu'on utilisait ça comme une insulte. Avec le temps, j'ai compris que l'homosexualité était sujette à moquerie. Il savait tout un tas de choses, mon père, et il aimait partager avec moi son savoir. Comme cette fois où il m'avait expliqué la différence entre un revolver et un pistolet. Il avait un pistolet, également un fusil qu'il m'avait montré. Moi, les armes, ça me faisait peur. J'ai souvent fouillé la chambre de mes parents pour trouver les cadeaux de Noël, par exemple. Mais je regardais jamais sous le lit. Je savais ce qui s'y trouvait et j'aimais pas ça. Il me racontait aussi des choses qui l'avaient marqué. Il y avait cette histoire qui le faisait rire. Lors de sa préparation militaire, ses camarades de chambre lui avaient demandé s'il avait déjà tiré un coup, et il avait répondu qu'il avait jamais tenu une arme. Et évidemment, ses camarades parlaient pas d'armes. Il me parlait aussi des choses qui lui avaient fait peur. Il avait été appelé pendant la guerre d'Algérie et il voulait pas du tout y aller. Avec son niveau d'études, par chance, il se retrouvait dans les bureaux. Il redoutait d'avoir à tuer quelqu'un. Ces gens voulaient l'indépendance de leur pays, il fallait leur donner et partir plutôt que de s'entretuer. J'étais tellement d'accord avec ça. Je n'aimais ni les armes ni la guerre. Mon père est né avant la Deuxième Guerre mondiale. On appelait sa génération la génération silencieuse. Il a vu son père mourir très jeune et a souvent dû s'occuper de beaucoup de choses à la maison. Mais il a quand même réussi à faire de hautes études. Plus tard, il a eu ce qu'on appelait une belle situation, ce qui a permis à ma mère de s'occuper tranquillement de mes deux frères sans avoir à travailler. Probablement la plus belle période de sa vie. Mais dans ce travail, il a fini par se sentir malheureux. Il avait de grandes responsabilités, mais restait proche de ses employés. Il saluait tout le monde, même le plus petit des ouvriers. C'était important pour lui. Mais ses autres collègues se moquaient de ça et considéraient les ouvriers comme des moins que rien. Mon père ne supportait pas leurs remarques méprisantes et parfois racistes. Un jour, il a fini par démissionner. J'allais bientôt naître. J'étais la dernière chance pour mes parents d'avoir une fille. Mon père me le dira plusieurs fois. Il me dira même comment j'aurais dû m'appeler. J'en sourirais, mais au final, ça voulait quand même bien dire qu'il était déçu que je sois un garçon. On s'occupe souvent très bien du premier enfant, parce que c'est nouveau. Le deuxième, un petit peu moins, c'est une routine. Et le troisième, encore un peu moins. Surtout des années après, et quand on attendait une fille, et que c'est pas le cas. On me laissait beaucoup de liberté. Je pouvais sortir quand je voulais, tant que je revenais à l'heure qu'on m'indiquait. J'ai eu une télévision très tôt dans ma chambre aussi, ce qui était génial pour regarder tout ce que je voulais. Ma nounou, c'était Dorothée, entre autres.
Avec le recul, je me rends bien compte qu'on s'occupait probablement pas assez de moi. Quand je suis né, ma famille habitait en Normandie dans une grande maison. Quand mon père a quitté son emploi, il a décidé d'aller s'installer dans le sud de la France, près de chez ma tante, et d'essayer de se relancer. Il avait 44 ans. Il a travaillé avec une agence d'intérim, puis a lancé sa propre société en devenant expert conseil. Il avait des clients, mais pas assez pour se donner un salaire suffisant. Alors il a décidé de travailler dans la sécurité. Une sacrée régression pour quelqu'un qui avait été directeur d'une grande entreprise internationale. Mais il faut pouvoir payer les factures. Mes souvenirs sont surtout de cette période où il était agent de sécurité. C'était ça sa principale activité, avec des horaires de nuit et le week-end. Cette situation ne le réjouissait pas et son humeur était parfois terrible. Il n'a pas été un père violent au quotidien, mais il m'a quand même un jour puni d'une manière particulièrement exagérée. J'étais en retard, j'avais pas vu l'heure. Il m'a roué de coups en me criant dessus et m'insultant. J'avais 10 ans et j'étais effrayé. J'avais l'impression que ça s'arrêterait jamais. Je me suis littéralement fait dessus. Ma mère est arrivée et lui a dit d'arrêter. Il est parti en disant « C'est malin, ta mère va devoir tout nettoyer maintenant ». C'était sa faute si je m'étais fait dessus, et c'est ma mère qui allait nettoyer. Une réflexion digne des vieilles générations, lui qui n'était clairement pas rétrograde pourtant. Je ne ressentais pas vraiment la douleur des coups que j'avais reçus. J'étais surtout humilié et furieux. Cette fois-là, il a perdu le respect que j'avais pour lui. On n'apprend pas le respect par la peur. On n'engendre qu'une volonté de vengeance. Je me disais que la prochaine fois qu'il me ferait ça, je lui rendrais les coups. Et pendant des années, je ne lui parlais plus. Je ne lui demandais rien. Je partais et je rentrais à l'heure, mais je disais rien. Pour l'école, ma mère gérait toutes les signatures. S'il me parlait, je lui répondais bien sûr, mais je n'allais plus jamais vers lui pour quoi que ce soit. Il n'a jamais recommencé. Je sais que ma mère lui a dit ses 4 vérités cette fois-là. Mais j'étais en colère. Il avait brisé le lien qu'il y avait entre nous. Je n'ai jamais réussi à lui reparler de ça. Au début de sa vie, mon père, sa sœur et ses 3 frères n'étaient pas dans une famille aisée, avec une mère qui est restée seule à les élever après le décès prématuré de son mari. Pourtant, après de hautes études, il avait connu pendant de longues années la grande vie, et retomber tout en bas comme ça, c'était dur pour lui. En 1993, je saurais jamais si c'est l'exacte vérité, mais il ne payait plus le loyer, suite à un conflit avec le propriétaire qui refusait qu'il exerce son activité d'expert conseil dans la maison où nous habitions. Quelque chose clochait dans la procédure, tout ceci est très réglementé comme il m'expliquera. Et l'avocate était sûre d'elle, nous ne devions pas être expulsés de suite. La trêve hivernale arrivée nous permettrait de trouver un arrangement. C'était sans compter le zèle et le non-respect des règles d'un huissier de justice qui avait décidé de ruiner notre vie. Ce que j'ai appris plus tard, c'est que mon père s'était endetté pour avoir un train de vie comme avant. Nous étions désormais sans domicile fixe, et mon père n'acceptait pas cette situation. Parfois, il tentait de se trouver des excuses. Un jour, il m'a dit qu'il avait fait tout ça pour nous. J'étais à cette époque malheureux et en colère. Je lui avais alors répondu « J'avais demandé ça, moi ?» en montrant la mezzanine où je dormais. Je le fixais droit dans les yeux, prêt à répliquer. Ma mère a senti la tension monter et s'est mise entre nous en disant « Allez, allez, allez !» Je remontais dans la mezzanine, pas un mot, ni de moi ni de lui. Nous avons réussi progressivement à nous sortir de ça malgré tout. Ma mère gagnait de mieux en mieux sa vie, mon père travaillait assez, mon grand frère s'était installé dans un appartement suite à l'expulsion en 93. Nous pouvions chercher une maison avec une chambre de moins, donc un loyer plus abordable. Mon frère cadet, lui, est parti de la maison en 1997. Il avait 24 ans. En fin d'année, mon père a profité de mon premier CDI pour me trouver un appartement, pour précipiter mon départ de la maison dès le mois de janvier 98. J'avais encore 18 ans. Ma mère m'a dit un jour que mes 2 frères avaient pleuré quand ils étaient partis de la maison. Ils avaient cherché un logement et décidé de partir. Moi, j'avais rien cherché. Je serais bien resté, mais j'ai pas eu le choix. Alors je suis parti, sans rien dire. Peut-être un peu incapable de savoir comment réagir. À la fin de l'année 1998, mon frère est mort dans un accident de moto. La famille était logiquement dévastée. Mon père, c'était très certainement l'épreuve de trop. Il a trouvé un appartement pour ma mère, qui n'a pas eu son mot à dire, tout comme moi. Et ils se sont séparés sans divorcer. Une fois seul à la maison, mon père s'est renfermé sur lui-même. Sur cette période, on ne sait pas grand-chose. Ou du moins, on ne sait pas tout. Ce qui est vrai, ce qui est faux. À un moment, il nous dit qu'il aurait eu une fille. Ma mère croit qu'il a inventé cette histoire parce que c'était une déception pour lui. Le prénom de cette fille, c'était celui que j'aurais dû avoir moi. Je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais même pas comment aborder le sujet. J'ai peut-être une petite sœur. J'ai essayé de chercher le nom sur internet, sans jamais trouver. C'était sûrement faux tout ça, ma mère devait avoir raison. Peu de temps après, je quitte la région pour travailler à Paris. Je le vois le jour du déménagement. Il me dit que c'est bien que j'aille faire ma vie à Paris.
Il ne me le dit pas qu'il est fier, mais ça y ressemble un peu quand même. Un été où j'étais descendu revoir ma famille et mes amis dans le sud, je passe le voir. Il vit enfermé complètement, me dit qu'il a peur des huissiers, et est très contrarié que je sois venu le voir sans prévenir. Je ne sais pas de quoi lui parler. Il a des propos un peu incohérents. Il me fait lire un projet de livre, des écrits abscons, voire amphigoriques. Oui, c'est pas tous les jours qu'on utilise des termes comme ça. Mais ça tombe bien, c'est pas tous les jours qu'on lit des textes qu'on peut qualifier comme ça non plus. En 2003, juin ou juillet, j'ai un appel manqué de mon père sur mon portable. Je me dis que je devrais le rappeler, mais pour lui dire quoi, la dernière fois, il était dans un drôle d'état. Et fin août 2003, mon frère m'appelle. Je suis au boulot. La gendarmerie a retrouvé mon père mort chez lui, une balle dans la tête, tirée avec un vieux pistolet qui était sur place. Celui qu'il avait utilisé pour nous expliquer la différence avec un revolver. Celui que j'avais cherché. Une enquête est en cours parce que c'est la procédure. Je parle relativement calmement avec mon frère. On se dit que l'enquête ne sert à rien. Il s'est donné la mort. Ce n'est certainement pas un crime déguisé. Je raccroche et je tente d'aller pleurer aux toilettes de mon entreprise. Puis je continue de travailler. Je décide de prévenir quand même un responsable de ma boîte. On s'installe en salle de réunion et je le dis froidement. Et je lui dis aussi que je reste jusqu'à la fin de la journée parce que je me vois pas partir seul tout de suite. Et je lui dis que je risque d'être un peu ailleurs mais que je devrais réussir à travailler quand même. Il appelle le patron qui n'était pas là ce jour-là. Et il me dira ensuite que je peux prendre une semaine pour gérer tout ça. La journée passe, je vais encore aux toilettes pour voir si je peux pleurer parce que je me sens lourd, mais j'y arrive toujours pas. Les gens partent progressivement, personne n'a encore été prévenu, donc mes collègues agissent normalement. Et puis vint le moment où il ne reste plus qu'une personne, en plus de moi. Un directeur créatif, un gars plutôt sympa, humain, avec qui j'ai un bon feeling. On est tous les deux et il doit sentir un truc, alors il me demande. Je m'installe sur un fauteuil et je lui dis. Sa réaction est d'une sincérité. Pour lui, c'est presque un réflexe. Il pose une main sur mon genou en me disant « Oh mon vieux !» Le désarroi se lit dans ses yeux. Je n'avais jamais vu un regard pareil chez lui. C'était tout ce dont j'avais besoin. Le soutien parfait, simple, sincère. On discute un peu et puis on finit par s'en aller tous les deux. Dans le métro, je sens venir quelque chose. Je vais m'installer sur un banc quand je fais un changement. Et je me mets à pleurer. Personne ne s'intéresse à mon cas, les gens passent. Et c'est très bien comme ça. On peut ressentir une drôle de sensation de solitude au milieu de la foule dense des couloirs du métro. Je pleurerai à nouveau après un autre coup de téléphone de mon frère qui m'expliquera comment ça s'est passé avec ma mère. J'ai de la peine pour elle. C'était plus de 30 ans de vie commune. Elle aimait toujours l'homme qu'il avait été. Je l'aurai au téléphone un peu plus tard, et vu que j'ai pleuré tout ce que j'avais avant, on arrivera à discuter normalement. On savait qu'il était malheureux. Il avait perdu un fils. On se dit qu'il était aussi probablement malade et refusait de se voir mourir comme ça, et qu'il avait préféré décider de sa mort. Elle m'explique qu'il avait laissé quelques cartons une fois en venant rendre visite, avec des photos, pour qu'elle puisse faire le tri, soi-disant. Et puis la dernière fois qu'il était venu, il avait demandé à ce qu'elle n'appelle plus. Il voulait très certainement pouvoir donner l'impression qu'il n'avait plus de lien avec sa femme. Les gendarmes avaient même retrouvé une lettre qui expliquait son choix. Il disait qu'il n'avait plus de famille, qu'il était seul, que tout le monde l'avait abandonné. Ma mère disait qu'il avait écrit ça pour éviter qu'elle ait à payer les dettes des impôts. Elle voulait pas qu'on prenne ça personnellement. Malgré tout, cette lettre m'a fait mal. Je crois qu'il se sentait vraiment seul et abandonné, même s'il avait lui-même fait en sorte de se retrouver dans cette situation. Moi aussi, des fois, j'ai envie de tout foutre en l'air, alors que je sais que je serais mal. Nous avons refusé son héritage pour éviter d'avoir à rembourser toutes les dettes qu'il avait. J'ai eu une sensation bizarre au moment de signer. J'avais l'impression de refuser tout ce qui venait de lui, comme si je l'envoyais se faire voir, lui et sa vie. C'était mon père. Il était malheureux, dépressif. Comme moi. Et ce foutu pistolet, il avait fini par tuer quelqu'un dans cette famille. Prochain épisode, leurs idées noires.